Tu as gâché tes AVIE avec cette chose, a dit ma sœur, souriant à mon bébé devant toute la famille. Ils ont tout ri. Puis mon mari, qui était censé être en déplacement, est entré avec quelque chose dans les mains qui a fait que tout le monde a regretté de ne pas avoir gardé leur langue. Le poids de Léo pressait contre ma poitrine alors que je me tenais sur les marches familières du porche de la maison de mon enfance. À 4 mois, il était encore si petit, ses fins cheveux bruns dépassant de la couverture bleu pâle dans laquelle je l'avais enveloppé. Mon cœur battait contre mes côtes alors que je changeais de pied, le sac allongé glissant de mon épaule. Je n'étais pas revenu depuis avant que ma grossesse ne soit visible. 8 mois de silence s'étendaient entre nous comme un abîme. Je n'étais pas sûr comment le traverser. Respire, Éléonore, me suis-je murmuré, bien que les mots fussent aussi destinés à Léo. Ses yeux, encore de ce bleu nouveau-né, mais s'assombrissant sur les bords comme les miens, clignèrent vers moi. Maman est juste nerveuse. La porte s'ouvrit avant que je puisse frapper. Ma mère, Cécile, se tenait dans l'encadrement de la porte, sa posture rigide et son sourire mince. Elle s'était coupé les cheveux depuis la dernière fois que je l'avais vue. Le blond était maintenant strié de plus de gris que je ne m'en souvenais, coiffé d'un carré sévère qui la faisait paraître plus âgée. Éléonore, dit-elle, ses yeux tombant immédiatement sur le paquet dans mes bras. Vous êtes arrivée. Pas de bienvenue à la maison ou de tu m'as manqué. Juste une reconnaissance de mon arrivée comme si je livrais un colis qu'elle attendait. Maman. J'ai essayé d'infuser de la chaleur dans ma voix pour combler la distance entre nous. C'est Léo. Elle recula, me laissant entrer, mais ne tendant la main vers aucun de nous. Votre sœur est déjà ici avec les enfants. Bien sûr, Henriette était en avance. Elle était toujours parfaite de cette façon. Ponctuelle, préparée, bien mise. Tout ce que je n'étais apparemment pas. Le salon ressemblait exactement à ce dont je me souvenais. Des canapés immaculés de couleur crème, des photos de famille soigneusement arrangées, principalement des réalisations d'Henriette, et une légère odeur de polish pour meubles au citron. Henriette était perchée sur le bord du canapé, le dos droit, les chevilles croisées, regardant ses enfants, Thomas et Léa, alors qu'ils jouaient tranquillement à un jeu de société sur la table basse. Ses yeux rencontrèrent les miens. Un éclair de quelque chose, jugement, pitié, traversant ses traits avant qu'elle ne se lève. Eh bien, regardez qui a finalement décidé de nous honorer de sa présence. Sa voix dégoulinait d'une marque particulière d'agression passive qu'elle avait perfectionnée au fil des ans. Elle me regarda de haut en bas, son regard s'attardant sur mon ventre qui portait encore la douceur de la grossesse récente. Tu as l'air fatiguée. Merci, Henriette. C'est gentil de te voir aussi. J'ai déplacé Léo dans mes bras, son poids me semblant soudain plus lourd sous le regard scrutateur. C'est lui, demanda-t-elle, ne se rapprochant pas, n'offrant pas de le tenir ou même de toucher sa petite main. Toujours pas d'alliance, je vois. Son propre diamant scintilla alors qu'elle repoussait ses cheveux, s'assurant que je le remarquais. Harriet, la voix de mon père, Roland, vint du couloir. Roland Walker apparut, sa grande silhouette légèrement voûtée maintenant, ses cheveux complètement argentés. Ses yeux s'adoucirent lorsqu'ils se posèrent sur moi. Princesse, dit-il, le vieux surnom s'étranglant dans sa gorge. Papa. Ma voix se brisa alors qu'il s'approchait et, contrairement aux autres, il se pencha immédiatement sur Léo avec un intérêt sincère. Il a tes yeux, dit-il doucement, un doigt effleurant délicatement la joue de mon fils. Oui. J'acquiesçai, reconnaissante pour cette petite gentillesse. Papa, tu peux m'aider avec les sacs dans la voiture, interrompit Henriette, et juste comme ça, il était parti, suivant ses ordres comme toujours. Vous pouvez mettre vos affaires à l'étage, dit ma mère, planant toujours dans l'embrasure de la porte. Nous avons fait quelques changements depuis votre départ. Ces changements devinrent apparents lorsque je montais les escaliers vers ce qui avait été ma chambre. La porte était ouverte, révélant non pas l'espace où j'avais grandi, mais une petite salle de sport à domicile, un tapis de course, des poids et un vélo d'exercice disposés là où mon lit avait été. Mes posters avaient disparu, ma bibliothèque retirée. C'était comme si je n'avais jamais existé là du tout. Oh, dis-je en me tournant vers ma mère qui m'avait suivi. Où dois-je? La buanderie a un lit pliant, dit-elle d'un ton neutre. C'est le seul espace que nous ayons maintenant. À moins que vous ne vouliez le canapé. J'ai dégluti difficilement. La buanderie, c'est bien. L'espace était exigu, sentant la lessive et l'adoucissant.
Un lit pliant étroit avait été installé entre la machine à laver et une pile de bacs de rangement. Il y avait à peine de la place pour le berceau portable de Léo. Alors que je l'installais pour une sieste, mon téléphone vibra. Le nom de Gabriel clignota à l'écran et mon cœur s'allégea. « Salut », répondis-je doucement, m'éloignant dans le couloir. « Comment ça va ?» Sa voix était chaude, inquiète. « Tu es arrivé sans problème. »« Nous sommes là », dis-je, essayant de garder ma voix stable. C'est à peu près ce à quoi je m'attendais. Gabriel soupira à l'autre bout. « Si mauvais que ça, hein ? Pire. Ils ont transformé ma chambre en salle de sport. Je dors dans la buanderie. » J'essayai de rire, mais cela sortit de façon creuse. Jésus. Son surnom pour moi me serra la gorge. Écoute, je finis cette présentation. Encore 2 jours, c'est tout. Ensuite, nous gérons ça ensemble, d'accord ? Comme nous en avons parlé. Je fermai les yeux, me souvenant de notre conversation avant mon départ. Comment il avait décidé qu'il était temps de dire la vérité à ma famille. Que nous nous étions réconciliés pendant ma grossesse, que nous étions mariés maintenant, que Léo n'était pas l'erreur. Il supposait tous qu'il l'était. Je sais. C'est juste plus difficile d'être ici que je ne le pensais. Tu es la personne la plus forte que je connaisse, Éléonore. Et souviens-toi, ils ne connaissent pas toute l'histoire. C'est selon nos termes. Après avoir raccroché, je retournai dans la buanderie où Léo dormait paisiblement, inconscient de la tension qui l'entourait. Je sortis mon journal du fond du sac à langer et écrivis à la faible lumière venant de la petite fenêtre. Être à la maison me semble plus solitaire qu'être seul. Comme c'est étrange que l'endroit censé être le plus accueillant ressemble maintenant au plus froid des exils. Je traçai mon doigt sur la joue de mon fils, son souffle chaud et régulier. Nous irons bien, murmurai-je, plus pour me convaincre moi-même que pour autre chose. Le dîner fut un exercice de retenue. Ma mère avait préparé un rôti, le plat préféré de ma sœur. Peu importe. La conversation circulait autour de moi, me laissant rarement incluse, tandis qu'Henriette dominait avec des histoires des exploits de Thomas au football et du récital de piano de Léa. Éléonore. Ma mère s'adressa finalement à moi directement. Chercherez-vous bientôt du travail ? Je m'éclaircis la gorge. En fait, j'ai fait un peu de travail de rédacteur indépendant pendant les siestes. J'ai déjà quelques clients réguliers. Henriette renifla doucement. Indépendant ? C'est ce que les gens appellent le chômage de nos jours, n'est-ce pas ? C'est du travail, Henriette, dis-je d'un ton égal. Ça paie les factures. En parlant de factures, interjeta mon père, essayant clairement de changer de sujet. Comment va votre appartement ? Toujours au même endroit en centre-ville. Avant que je puisse répondre, Henriette intervint. Votre entreprise n'a-t-elle pas fait des licenciements juste après votre départ en congé maternité ? Ça a dû être difficile. La façon dont elle le dit, avec cette mince couche de sollicitude masquant à peine sa satisfaction, me serra l'estomac. Tout le monde à table me regarda avec ce qui ressemblait à de la pitié, et je dus retenir mes larmes. C'était inattendu, admis-je. Mais les choses ont marché. Vraiment, demanda ma mère, un sourcil levé de façon sceptique alors qu'elle regardait Léo, dormant dans son porte-bébé à côté de moi. Je ne répondis pas. Que pouvais-je dire qui ne révélerait pas tout avant l'arrivée de Gabriel ? Nous avions prévu de leur parler ensemble de notre réconciliation, de notre petit mariage à la mairie juste quelques semaines avant la naissance de Léo, du nouveau travail que Gabriel avait pris et qui nous permettait d'être plus stable financièrement que je ne l'avais jamais été. Mais assise là sous leur jugement collectif, je me sentis rétrécir et redevenir l'Éléonore qu'ils attendaient que je sois. L'échec, la déception, celle qui ne pourrait jamais être à la hauteur de la parfaite Henriette. Plus tard dans la nuit, après que tout le monde se fut couché, je restais assise dans la buanderie, nourrissant Léo et pensant à la façon dont nous étions arrivés là. Gabriel et moi avions été des amoureux d'université, mariés jeunes, et nous nous étions éloignés après des années à nous concentrer sur nos carrières plutôt que l'un sur l'autre. La séparation avait été son idée au départ. De l'espace pour régler les choses, il appelait ça. 6 semaines plus tard, je découvris que j'étais enceinte. Je le lui dis, m'attendant à ce que la nouvelle nous éloigne encore plus. Au lieu de cela, cela nous avait fait réévaluer tout. La grossesse avait été inattendue, mais pas indésirée. Jamais une erreur. Mais ma famille ne savait rien de tout cela. Ils ne voyaient que ce qu'ils voulaient voir.
Éléonore, seule et enceinte. Une autre mauvaise décision dans une vie de mauvaises décisions. Encore 2 jours, murmurai-je à Léo alors qu'il s'endormait. Alors ils connaîtront la vérité. Le matin arriva avec le bourdonnement strident de la machine à laver démarrant son cycle à côté de ma tête. Je sursautai en me réveillant, momentanément désorienté par les environs inconnus jusqu'à ce que les doux gazouillis de Léo me ramènent à la réalité. Ma mère se tenait au-dessus de la machine à laver, évitant délibérément de nous regarder pendant qu'elle mesurait la lessive. Le petit déjeuner est prêt, dit-elle platement avant de sortir. Je changeais et nourrissais Léo avant de me diriger vers la cuisine. La scène qui m'accueillit était si parfaitement orchestrée qu'elle aurait pu être une page de magazine. Henriette à la cuisinière, retournant des pancakes, ses enfants, Thomas et Léa, mettant la table, mon père lisant le journal, et ma mère arrangeant des fruits sur un plateau. Regardez qui nous a enfin rejoints, annonça Henriette alors que j'entrais. Il est presque 9 heures, Éléonore. Certaines d'entre nous sont debout depuis des heures. Je retins une réplique sur le fait d'avoir été réveillé la moitié de la nuit avec un bébé qui fait ses dents. Au lieu de cela, j'installai Léo dans le transat que j'avais apporté et pris place à table. Café, offrit mon père, glissant une tasse vers moi. Merci, papa. Henriette plaça une pile de pancakes au centre de la table, puis prit place en face de moi. Alors, Éléonore, commença-t-elle, sa voix portant cette fausse gaieté qui précédait toujours quelque chose de tranchant. Comment vous débrouillez-vous exactement seul? Je veux dire, financièrement, avec le bébé et tout. Avant que je puisse répondre, elle continua, certains pensent qu'avoir un bébé résout tout. Comme si c'était un pansement pour une vie brisée. La table tomba silencieuse. Je regardais ma sœur, son maquillage parfait, ses mèches coûteuses, son expression suffisante. Ma vie n'est pas brisée, Henriette, dis-je doucement. Elle rit. Le son était sec et cassant. N'est-ce pas? Célibataire, au chômage, vivant dans ce petit appartement. Totalement le rêve. Tout le monde ne mesure pas le succès de la même manière, Henriette. Clairement, répondit-elle, puis se tourna vers notre mère. Oh, j'ai oublié de mentionner. Tante Laurence a appelé hier. Elle et oncle Marc sont en ville et veulent passer ce soir. Je leur ai dit que ce serait bien. Bien sûr, acquiesça ma mère. Nous pourrions faire un vrai dîner de famille. Je sentis mon estomac se nouer. Plus de famille signifiait plus d'examen, plus de jugement. Après le petit déjeuner, je m'échappais dans le jardin avec Léo, ayant besoin d'air qui n'était pas épais de tension. J'entendis la porte coulissante s'ouvrir derrière moi et me tendis, m'attendant à Henriette ou à ma mère. Au lieu de cela, la petite voix de Léa appela. Tante Éléonore, je peux voir le bébé? Je me retournai, souriant à ma nièce de 10 ans. Bien sûr, viens ici. Léa s'approcha prudemment, les yeux grands alors qu'elle regardait Léo. Contrairement à sa mère, son intérêt semblait sincère. Il est si petit, murmura-t-elle. Voudrais-tu le tenir? Elle hocha la tête avec enthousiasme, et je plaçai délicatement Léo dans ses bras, lui montrant comment soutenir sa tête. Elle lui sourit radieusement, et il la regarda en retour, fasciné par ce nouveau visage. Maman dit que tu as des difficultés, dit soudain Léa, sa voix basse. Elle a dit à mamie que tu avais fait de mauvais choix. Je déglutis difficilement. Ta maman et moi voyons parfois les choses différemment. Léa resta silencieuse un instant, puis dit, maman pleure beaucoup derrière la porte de sa salle de bain. Je l'entends parfois quand papa travaille tard. La confession me surprit. Parfaite Henriette pleurant seule. Cela ne correspondait pas à la narration que j'avais construite autour de la vie immaculée de ma sœur. Je suis désolé d'entendre ça, dis-je prudemment. Léa haussa les épaules, son attention de retour sur Léo. Ton bébé ne me semble pas être un mauvais choix. Il est gentil. Merci, Léa. Ça compte beaucoup. Plus tard, alors que je changeais Léo dans la buanderie, j'entendis la voix d'Henriette depuis le couloir. Elle était au téléphone, sa voix basse mais distincte. Tu devrais la voir, tante Laurence. C'est triste, vraiment. Le bébé était évidemment un dernier recours désespéré pour maintenir un mariage qui échouait. Gabriel n'est même plus dans le tableau. Mes joues brûlèrent de colère et d'humiliation. Je voulais sortir en trombe pour l'affronter, pour lui dire à quel point elle avait tort. Mais Léo choisit ce moment pour attraper mon doigt, sa petite prise étonnamment forte, et je me concentrai plutôt sur lui.
Le souvenir de la fois où j'avais annoncé ma grossesse à Henriette refit surface sans y être invité. Nous étions assises dans mon appartement, le thé refroidissant entre nous. Tu vas ruiner ton corps, ta carrière et ta vie, avait-elle dit platement lorsque j'avais partagé la nouvelle. Pas de félicitations, pas d'enthousiasme, juste un jugement immédiat. Cet après-midi-là, ma mère me coinça dans la cuisine alors que je préparais un biberon. Éléonore, j'ai réfléchi, commença-t-elle, s'appuyant contre le comptoir. Peut-être devrais-tu envisager de revenir vivre ici pour un temps. Tu pourrais reconstruire ta vie ici. Je la regardais, confuse. Reconstruire ma vie? Oui, hocha-t-elle la tête comme si c'était évident. En tant que mère célibataire, tu auras besoin de soutien. Ta vieille chambre, eh bien, nous pourrions réarranger les choses. L'équipement d'exercice pourrait aller dans le garage. Donc, la salle de sport pouvait être déplacée pour moi, mais pas avant mon arrivée. Le message était clair. Je vais bien où je suis, maman. Elle soupira. Vraiment? Parce que de là où je me tiens, on dirait que tu as encore des difficultés. Le encore piquait. C'était une référence à mon passé. Le trouble alimentaire au lycée. Le semestre où j'avais échoué à 3 cours après une mauvaise rupture. La fois où j'avais quitté un emploi prometteur pour essayer le travail de rédacteur indépendant, seulement pour revenir vivre à la maison pendant 6 mois quand ça n'avait pas marché. Je ne suis plus cette personne, dis-je. N'est-ce pas? Ses yeux étaient sceptiques. L'histoire a tendance à se répéter, Éléonore. Mon téléphone sonna, me sauvant d'avoir à répondre. Le nom de Gabriel clignota à l'écran. Excusez-moi, dis-je, sortant de la cuisine pour répondre. Salut. La voix de Gabriel fut un baume pour mes nerfs à vif. Comment ça va aujourd'hui? Pire qu'hier, admis-je. Ils organisent un dîner de famille ce soir. Tante Laurence et oncle Marc viennent. Super. Plus de spectateurs. Il soupira. Écoute, je pourrais peut-être arriver plus tôt. La présentation s'est bien passée, et j'essaie d'attraper un vol plus tôt, mais je ne veux pas promettre et te décevoir. L'espoir flotta dans ma poitrine. Même quelques heures d'avance aideraient. Je ferai de mon mieux. Je t'aime, Éléonore. Je t'aime aussi. En soirée, la maison s'était transformée pour le dîner. Ma mère avait sorti la bonne vaisselle, les verres en cristal et les chandeliers en argent. Tante Laurence et oncle Marc arrivèrent avec des étreintes pour tout le monde, brèves et maladroites pour moi, et commencèrent immédiatement à gazouiller sur les enfants d'Henriette. Lorsqu'ils finirent par reconnaître Léo, tante Laurence regarda dans son porte-bébé et dit « Oh, il est vif, n'est-ce pas ?» Comme si elle ne pouvait penser à aucune autre qualité positive. Oncle Marc me tapota l'épaule. Dommage pour le boulot, Éléonore, et eux, tout le reste. Le dîner fut un champ de mines de questions pièges et de compliments hypocrites. Je me concentrai sur mon assiette, répondant quand on s'adressait directement à moi, mais autrement restant silencieuse. Léo dormait paisiblement dans son porte-bébé à côté de moi, heureusement. Vous vous souvenez quand Éléonore a traversé cette phase au lycée, dit soudain Henriette, regardant autour de la table avec un sourire nostalgique qui n'atteignait pas ses yeux. Le truc de pas manger. Maman et papa ont dû lui trouver ce thérapeute. Ma fourchette se figea à mi-chemin de ma bouche. Mon trouble alimentaire n'était pas une phase. C'était une maladie grave qui m'avait presque envoyé à l'hôpital. Harriet, avertit doucement mon père. Quoi? Je dis juste qu'Éléonore a un historique d'instabilité, de prendre des décisions sans réfléchir. Elle se tourna vers tante Laurence. Je m'inquiète pour le bébé, vous savez, grandissant avec ce genre d'influence. La table tomba dans un silence inconfortable. Je posai ma fourchette, mon appétit disparut. Est-ce ce que tu penses de moi, demandai-je, ma voix étonnamment stable. Que je suis instable? Henriette haussa les épaules. Ton bilan parle de lui-même, n'est-ce pas? Avant que je puisse répondre, elle se pencha pour regarder Léo, qui s'était réveillé et clignait des yeux de sommeil. Il ressemble exactement à Gabriel, n'est-ce pas, dit-elle assez fort pour que tout le monde l'entende. J'espère qu'il restera dans les parages cette fois. La table éclata en rires inconfortables, et je sentis mon dernier brin de patience se rompre. Mais avant que je ne puisse parler, Henriette se tourna complètement vers Léo, sa voix aiguë et chantante, comme on parle au bébé. Tu as ruiné la vie de ta mère, n'est-ce pas? Petite erreur.
Les mots planèrent dans l'air comme un nuage toxique. Je regardais ma sœur, incapable de comprendre qu'elle avait réellement dit cela à mon bébé, à propos de mon bébé, devant toute notre famille. Le pire n'était pas la cruauté de ces mots. C'était le silence qui suivit. Personne ne parla. Personne ne défendit Léo ou moi. Ils étaient tous juste assis là, les fourchettes suspendues, les yeux détournés, complices de leur silence. Je regardais autour de la table mon père, qui étudiait son assiette comme si elle contenait les secrets de l'univers, ma mère, dont les lèvres étaient pressées en une fine ligne de désapprobation. Bien que je ne puisse dire si c'était à cause des mots d'Henriette ou de ma réaction. Tante Laurence et oncle Marc échangeaient des regards inconfortables, mais ne disaient rien. À ce moment, je ne m'étais jamais senti aussi seul. Je tendis la main vers Léo, mes mains tremblant légèrement alors que je le détachais de son porte-bébé. Il fit un doux gazouillis alors que je le soulevais, complètement inconscient de la laideur qui venait de lui être dirigée. Je le serrai contre moi, mon menton reposant sur sa tête duveteuse, essayant de décider quoi faire, quoi dire. Devais-je exploser, me lever et partir? Faire semblant de n'avoir pas entendu? La décision fut prise pour moi lorsque le bruit de la porte d'entrée s'ouvrant coupa le silence. Tout le monde se tourna, surpris par l'interruption inattendue. C'était Gabriel. Il se tenait dans l'encadrement de la porte de la salle à manger, grand et solide dans son costume bleu marine, sa cravate desserrée autour du cou. Dans un bras, il tenait un bouquet de fleurs sauvages, mes préférées. Dans l'autre, une chemise cartonnée. Ses yeux trouvèrent les miens immédiatement, chauds et pleins d'amour, avant de se durcir alors qu'il balayait la table silencieuse. Désolé pour le retard, dit-il, sa voix stable et contrôlée. J'ai raté quelque chose de civilisé. Le visage d'Henriette se vida de ses couleurs. Gabriel, bégaya-t-elle. Nous ne t'attendions pas. Tu dois être épuisé de ton voyage. Gabriel ne sourit pas. Il marcha directement à mon côté, se penchant pour embrasser ma joue et caresser doucement la tête de Léo. Puis-je parler, demanda-t-il, s'adressant à la table, mais me regardant. J'acquiesçai, le soulagement m'envahissant à sa présence. Il posa les fleurs sur la table et ouvrit la chemise qu'il portait. C'est la documentation hospitalière de Léo, dit-il, retirant des papiers et les plaçant sur la table un par un. C'est notre accord de garde signé. C'est notre certificat de mariage légal datant d'il y a 3 mois. Et ce sont quelques autres choses qui pourraient vous intéresser. Un soupir collectif fit le tour de la table. La main de ma mère vola à sa gorge. Certificat de mariage. Oui, confirma Gabriel. Éléonore et moi nous sommes réconciliés pendant sa grossesse. Nous nous sommes légalement mariés avant la naissance de Léo. Il se tourna pour faire face à Henriette directement. Je sais ce que tu as dit. Nous l'avons entendu depuis l'allée. Je réalisais avec un sursaut que Gabriel devait être arrivé plus tôt que je ne le pensais, qu'il s'était tenu dehors, écoutant, lorsqu'Henriette avait fait sa remarque cruelle. Je pensais que cette famille s'intéressait à la vérité, continua Gabriel, sa voix mesurée, mais avec un courant sous-jacent de colère à peine contrôlé, mais il est clair que ce n'est pas ce qui est servi ici ce soir. Personne ne parla. Même Henriette semblait à court de mots, sa confiance habituelle s'effondrant sous le regard stable de Gabriel. Alors, laissez-moi vous dire quelques vérités, dit Gabriel. Éléonore est la personne la plus forte, la plus aimante que j'ai jamais connue. Notre séparation était ma faute, mon insécurité, ma peur de ne pas être assez bien pour elle. Quand elle m'a parlé du bébé, ce n'était pas un piège ou un geste désespéré. C'était un signal d'alarme pour nous deux. Il baissa les yeux vers Léo, son expression s'adoucissant. Il n'était pas une erreur. Il nous a sauvés. Il nous a fait faire face à ce que nous évitions. Que nous nous aimions toujours. Que nous étions destinés à être une famille. Mon père s'éclaircit la gorge. Nous ne savions pas que vous étiez de nouveau ensemble. Vous n'avez jamais demandé, dis-je doucement. Vous avez tous simplement supposé le pire de moi. Comme vous le faites toujours. La main de Gabriel trouva la mienne sous la table, la serrant doucement. Pourquoi ne nous avez-vous pas dit que vous étiez mariés, demanda ma mère, sa voix tendue. Cela aurait-il changé quelque chose, rétorquai-je. M'auriez-vous traité différemment? Ou auriez-vous trouvé une autre raison de me juger, de me faire sentir inférieur? Personne n'eut de réponse à cela. Gabriel rassembla les documents, les remettant dans la chemise. Nous sommes venus ici dans l'espoir de combler le fossé,
de vous donner à tous une chance de faire partie de la vie de notre famille, mais je ne soumettrai pas ma femme ou mon fils à ce genre de traitement. Il me regarda, ses yeux interrogateurs. Rentrons à la maison, Éléonore, dans notre maison. J'acquiesçai, me levant avec Léo toujours dans mes bras. Pour la première fois depuis mon arrivée, je me sentis forte, soutenue, plus seule contre la marée du jugement et de la critique. Éléonore, commença ma mère, mais je secouai la tête. Pas maintenant, maman. J'ai besoin d'espace. Je me tournai pour faire face à la table une dernière fois. Merci pour le dîner. Gabriel passa son bras autour de moi et ensemble nous sortîmes de la salle à manger, laissant derrière nous un silence stupéfait. Dans le couloir, il me serra contre lui, faisant attention à ne pas écraser Léo entre nous. Je suis tellement désolé, murmura-t-il contre mes cheveux. Je suis arrivé aussi vite que j'ai pu. Tu es là maintenant, dis-je, le soulagement m'envahissant. C'est tout ce qui compte. Allons faire tes valises, suggéra-t-il. Nous pouvons rester à l'hôtel ce soir et rentrer demain matin. J'acquiesçai, soudain impatiente de quitter cette maison et son atmosphère suffocante. Alors que nous montions les escaliers vers la buanderie, je me sentis plus légère que je ne l'avais été depuis des jours. La vérité était sortie maintenant, pour le meilleur ou pour le pire, et je n'affrontais plus cela seul. Mon fils n'était pas une erreur. Mon mariage n'était pas un échec. Et pour la première fois de ma vie, je n'allais pas laisser les attentes de ma famille définir qui j'étais ou ce que je méritais. Alors que nous atteignions le haut des escaliers, je m'arrêtai, regardant en arrière vers l'embrasure de la salle à manger où ma famille restait, leur voix maintenant un faible murmure de choc et de confusion. Tu sais quoi, dis-je à Gabriel, un petit sourire se formant. Je pense que c'est le début de quelque chose de mieux et il serra mon épaule. Je sais que oui. La buanderie semblait différente maintenant. Ce qui avait été un symbole du rejet de ma famille s'était transformé en un espace de transition, un cocon que j'allais bientôt quitter. Je me déplaçais méthodiquement, pliant les minuscules vêtements de Léo et les rangeant dans le sac à langer pendant que Gabriel démontait le berceau portable. La machine à laver ronronnait en arrière-plan, un contrepoint régulier au tumulte en bas. Tu penses qu'il parle de nous, demandai-je, jetant un coup d'œil vers la porte. Gabriel leva les yeux du berceau. Absolument. Mais pour une fois, ce sont eux qui ne savent pas quoi dire. Je souris à cela, ressentant un étrange sentiment de pouvoir pour avoir perturbé la dynamique familiale habituelle. Pendant des années, j'avais été celle qui se débattait pour s'expliquer, pour justifier mes choix. Maintenant, c'était eux qui restaient sans voix. Presque fini, demanda Gabriel, pliant le dernier morceau du berceau. Juste environ. Un léger coup frappé à l'embrasure de la porte nous fit nous retourner. Mon père se tenait là, sa grande silhouette comme diminuée, les épaules légèrement voûtées. Il paraissait plus vieux qu'au dîner, les rides autour de ses yeux plus prononcées. « Peut-on parler une minute, Éléonore » demanda-t-il, sa voix exceptionnellement hésitante. Je regardai Gabriel, qui hocha légèrement la tête. « Je vais prendre ça pour la voiture » dit-il, rassemblant nos sacs et le berceau plié. En passant devant mon père, il s'arrêta. « Nous partons bientôt. » Papa attendit que les pas de Gabriel s'éloignent dans les escaliers avant d'entrer dans la petite pièce. Il regarda autour de lui, observant l'espace exigu, la machine à laver, le lit pliant étroit, comme s'il le voyait pour la première fois à travers mes yeux. « Je suis désolé, dit-il finalement, toujours debout dans l'embrasure de la porte. J'aurais dû dire quelque chose au dîner quand Henriette. Il s'interrompit, incapable de répéter ses mots. Je ne savais juste pas comment. Je continuais à faire les bagages de Léo, ne levant pas les yeux. Tu ne sais jamais, papa. Il tressaillit comme si je l'avais frappé. Ce n'est pas juste, n'est-ce pas? Je fermai la fermeture éclair du sac et me tournai vers lui. Toute ma vie, tu es resté à côté pendant que maman et Henriette me rabaissaient. Tu n'as jamais pris mon parti, pas une seule fois. Je t'aime, princesse, dit-il, utilisant le surnom d'enfance qui autrefois me faisait me sentir spécial. Maintenant, il sonnait creux. L'amour n'est pas passif, papa. Il ne suffit pas de m'aimer en silence tout en laissant les autres me blesser. Avant qu'il ne puisse répondre, des pas rapides s'approchèrent, et Henriette apparut derrière lui, son visage rouge d'émotion, les yeux brillants de larmes non versées. Alors, c'est ça, exigea-t-elle, passant devant notre père pour entrer dans la pièce. Tu lâches ta petite bombe et tu t'enfuis. Typique d'Éléonore. Je tins bon,
refusant d'être intimidé. À quoi t'attendais-tu, Henriette? Que nous restions et que tu continues à nous traiter comme des ordures? Tu penses que tu es meilleur que moi maintenant? Sa voix monta, tremblant légèrement. Parce que tu as récupéré Gabriel? Parce que tu as ta petite famille parfaite? Il ne s'agit pas d'être meilleur que toi. Ça ne l'a jamais été. Ça, elle cracha le mot, son calme se brisant. Ça a toujours été une compétition avec toi, et maintenant tu penses avoir gagné. J'étudiais le visage de ma sœur, le maquillage parfait commençant à couler, la façade soigneusement construite glissant pour révéler quelque chose de brut et douloureux en dessous. Pour la première fois, je vis au-delà de son armure de supériorité l'insécurité qui se cachait. Je ne suis pas en compétition avec toi, Henriette, dis-je doucement. Je ne l'ai jamais été. Tout était dans ta tête. Facile à dire. Elle rit amèrement. Tu étais toujours la préférée. Éléonore la sensible, Éléonore la créative, la princesse de papa. Tu as pu te tromper encore et encore, et tout le monde attendait juste que tu trouves ton chemin. Je n'ai jamais eu ce luxe. Notre père bougea inconfortablement dans l'embrasure de la porte, mais resta silencieux. De quoi parles-tu, demandai-je. Tu es l'enfant modèle, la fille parfaite, celle qui réussit. Parfait. La voix d'Henriette se brisa. As-tu idée à quel point c'est épuisant d'être parfaite tout le temps? De ne jamais faire d'erreur, de vivre à la hauteur des attentes de tout le monde? Quelque chose dans son expression me fit marquer une pause. Les mots de Léa plutôt résonnèrent dans mon esprit, à propos d'Henriette pleurant derrière des portes fermées. Qu'est-ce qui se passe vraiment, Henriette? Elle croisa étroitement les bras sur sa poitrine comme si elles se tenaient ensemble. Rien. Tout va bien. Clairement, non. Tu ne comprendrais pas. Essaie-moi. Pendant un instant, je pensais qu'elle allait sortir en trombe. Au lieu de cela, à ma grande surprise, elle s'affala sur le lit pliant, ses épaules s'affaissant. Mon mariage s'effondre, murmura-t-elle. Alain a une liaison avec son assistante depuis plus d'1 an. Notre père et mien sont étouffés depuis l'embrasure de la porte, mais aucune de nous ne le regarda. Henriette, je ne. Elle me coupa. Je ne veux pas de ta pitié. Elle fixa ses mains parfaitement manucurées. Je le sais depuis des mois, mais je ne peux pas partir. Que penseraient les gens? Que penseraient maman et papa? La fille parfaite, celle qui fait tout bien, qui divorce. Alors, à la place, tu t'en prends à moi, demandai-je, bien que sans la chaleur que j'aurais ressentie 1 heure auparavant. Tu as toujours eu la liberté de te tromper, dit-elle, une larme s'échappant finalement pour tracer son chemin sur sa joue. De tomber et de te relever. Je n'ai jamais eu. Ce n'est pas la liberté, Henriette. C'est juste vivre. Eh bien, je ne sais pas comment faire ça. Elle leva les yeux vers moi, ses yeux soudain vulnérables. Je suis piégé dans cette vie que j'ai construite. Cette image parfaite. Je ne sais pas qui je suis sans elle. Je m'assieds à côté d'elle, laissant un espace prudent entre nous. Est-ce pourquoi tu t'es déchaîné sur Léo? Parce qu'il représente quelque chose que tu aurais aimé avoir. Elle hocha légèrement la tête, la honte traversant ses traits. Le courage de recommencer, de choisir le bonheur plutôt que les apparences. Elle s'essuya brutalement les larmes. Je suis désolé pour ce que j'ai dit à propos de lui étant une erreur. C'était cruel. Oui, ça l'était, acquiesçai-je, ne voulant pas la laisser s'en tirer complètement. Elle hésita. J'ai dépensé tellement d'énergie à te détester pour ta liberté, tes choix, même tes erreurs. Et puis tu arrives avec ce bébé et Gabriel, qui ont l'air fatigués mais sincèrement heureux. Et je ne pouvais pas supporter ça. Pendant un long moment. Nous restâmes en silence. Je pensais à toutes ces années de compétition, de ressentiment et de malentendus entre nous. Comment nous avions été montés l'une contre l'autre depuis l'enfance. Henriette la performante, moi la rêveuse. Tu peux être libre aussi, tu sais, dis-je finalement, mais tu dois d'abord arrêter de blesser les autres, surtout toi-même. Elle ne répondit pas, mais quelque chose dans sa posture changea. Un relâchement peut-être du contrôle rigide qu'elle maintenait toujours. Je devrais y aller, dis-je, me levant. Gabriel et Léo attendent. Henriette hocha la tête, ne me regardant toujours pas. Alors que j'atteignais la porte où mon père se tenait encore, elle parla à nouveau. Éléonore. Sa voix était petite.
Crois-tu que nous, je veux dire, pourrions-nous jamais? Je ne sais pas, répondis-je honnêtement. Ça dépend de toi. Je la laissai assise là dans la buanderie, mon père me suivant dans le couloir. Éléonore, s'il te plaît, ne pars pas comme ça, dit-il alors que nous atteignions le haut des escaliers. Je ne pars pas pour toujours, papa. Juste pour ce soir. Nous avons besoin d'espace. Au bas des escaliers, ma mère attendait, les bras étroitement croisés sur sa poitrine. Son visage était pâle, ses lèvres pressées en une ligne mince. Elle parut fragile soudainement, incertaine d'une manière que je n'avais jamais vue auparavant. Éléonore, appelait-elle alors que j'atteignais la dernière marche. Attends. Je m'arrêtai. Le sac allongé de Léo lourd sur mon épaule. Je t'ai blâmé, dit-elle, les mots sortant précipitamment. Pour tout, tes difficultés, tes choix. Je t'ai blâmé parce que... Elle déglutit difficilement, parce que j'enviais ton courage. De toutes les choses que j'avais attendu qu'elle dise, ce n'était pas ça. Quoi? Tu as toujours été assez courageuse pour suivre ton cœur, continua-t-elle, sa voix tremblante. Même quand cela t'a mené sur des chemins difficiles, je n'ai jamais eu ce courage. J'ai vécu toute ma vie en faisant ce qui était attendu de moi. Je regardais ma mère, la voyant vraiment peut-être pour la première fois, non pas comme la figure critique et désapprobatrice de mon enfance, mais comme une femme qui avait fait ses propres compromis, qui avait peut-être sacrifié ses rêves pour la sécurité et l'approbation. Je ne sais pas quoi dire, admis-je. Elle fit un pas vers moi, hésitante. Je ne demande pas pardon. Je veux juste que tu saches que j'avais tort sur tant de choses. J'acquiesçai, sentant le poids de ces mots, mais pas prête à les traiter pleinement. Je dois y aller. Léo a besoin de dormir. Je comprends. Elle recula, me laissant passer. Appelleras-tu en arrivant à la maison? Oui, dis-je, me surprenant moi-même avec la réponse. Je le ferai. Dehors, Gabriel attendait près de la voiture. Léo déjà attaché dans son siège auto. Il scruta mon visage alors que je m'approchais. Ça va? Je pris une profonde inspiration de l'air frais de la nuit. Je crois que oui. C'était intense. Il me serra dans ses bras, sa chaleur solide m'ancrant. Prête à partir? Plus que prête. Pendant que nous nous éloignions en voiture, je regardais la maison de mon enfance recéder dans le rétroviseur. La lumière du Porsche projetant une petite flaque jaune dans l'obscurité. Gabriel tenait ma main de l'autre côté de la console, son pouce traçant des cercles apaisants sur ma peau. Sur la banquette arrière, Léo dormait paisiblement, inconscient de la tempête émotionnelle qui avait tourbillonné autour de lui. Je pensais au moment à l'hôpital après la naissance de Léo, lorsque je l'avais tenu pour la première fois. Seul dans une chambre de convalescence, Gabriel était sorti pour appeler ses parents. J'avais regardé le petit visage de mon fils et je lui avais fait une promesse. Je ne laisserai jamais personne te faire sentir moins que tu n'es, lui avais-je murmuré contre sa petite tête duveteuse. Pas même la famille. Surtout pas la famille. Maintenant, jetant un coup d'œil à sa forme endormie, je souris doucement et ajoutai, je le pensais. La maison ne s'était jamais sentie aussi accueillante. Notre appartement n'était ni grand ni luxueux, mais franchir la porte avec Gabriel et Léo donnait l'impression de traverser un seuil vers un sanctuaire. L'odeur familière de la bougie à la lavande que je brûlais toujours. Le canapé gris doux où Gabriel et moi avions passé d'innombrables soirées à parler de notre avenir. La petite chambre de bébé que nous avions peinte ensemble pendant mon 3e trimestre. C'étaient les repères de la vie que nous construisions. Dieu, ça fait du bien d'être de retour, dit Gabriel, posant nos sacs dans l'entrée. Je portais un Léo endormi jusqu'à son berceau, le couchant délicatement et regardant sa petite poitrine se soulever et s'abaisser un instant avant de rejoindre Gabriel dans le salon. « Comment te sens-tu » demanda-t-il alors que je me blottissais à côté de lui sur le canapé. Épuisée, mais aussi plus légère. J'ai l'impression que quelque chose a changé. Tu as tenu bon. C'est énorme, Éléonore. Nous avons tenu bon, le corrigeai-je. Je n'aurais pas pu le faire sans toi. Il embrassa le sommet de ma tête. Tu es plus forte que tu ne le penses. Le lendemain matin, après une nuit de sommeil ininterrompu dans notre propre lit, je me réveillai rafraîchi et étrangement énergisé. Pendant que Gabriel se douchait, j'ouvris mon ordinateur portable et regardai le document vide sur mon écran. Les mots avaient toujours été mon refuge, ma façon de traiter le monde. Maintenant, il coulait de moi,
brut, honnête, puissant. J'écrivis sur la visite à la maison, sur les mots cruels d'Henriette, sur la douleur d'être jugée et trouvée insuffisante par les personnes qui devraient vous aimer le plus. J'écrivis sur Léo, sur la façon dont il avait apporté de la clarté à ma vie plutôt que de la complication. J'écrivis sur le courage qu'il faut pour choisir son propre chemin, même lorsque les autres ne comprennent pas. Lorsque Gabriel sortit de la salle de bain, se séchant les cheveux, je tapais toujours furieusement. « Qu'est-ce qui t'inspire tant ?» demanda-t-il, regardant par-dessus mon épaule. « J'écris un essai », répondis-je, mes doigts volant toujours sur le clavier. Sur ce qui s'est passé. Sur la famille. Sur Léo. Il lut quelques paragraphes, son expression devenant sérieuse. « C'est bien, Éléonore. Vraiment bien. Tu crois. Je le sais. » Il serra mon épaule. « Tu devrais le soumettre quelque part. » Je n'avais rien publié de substantiel depuis avant ma grossesse, mais la confiance de Gabriel renforça la mienne. Après une semaine de révision, je soumis l'essai à un magazine féminin en ligne pour lequel j'avais déjà écrit par le passé. L'éditrice répondit en quelques heures, enthousiaste à l'idée de le publier. 2 semaines plus tard, ils ont appelé mon fils une erreur fumée en ligne. La réponse fut immédiate et écrasante. Ma boîte de réception fut inondée de messages de femmes, mères, filles, sœurs, me remerciant d'avoir mis des mots sur leurs propres expériences, d'avoir validé leur douleur et leur choix. « Tu devrais lire ça », dis-je à Gabriel un soir, lui passant mon ordinateur portable ouvert sur un email d'une femme qui avait quitté sa famille émotionnellement abusive après avoir lu mon essai. « Vos mots m'ont donné la permission de me choisir », lut Gabriel à voix haute. D'arrêter d'essayer de gagner un amour qui devrait être donné gratuitement. Il leva les yeux vers moi, ses yeux brillants de fierté. « Tu changes des vies, Éléonore. » Le succès de l'essai déclencha quelque chose en moi, un désir de créer un espace pour les histoires d'autres femmes, de construire une communauté autour d'expériences partagées et de guérison. Je créai un blog, invitant les femmes éloignées de familles toxiques à partager leur parcours. Un matin, alors que j'étais assise à notre petite table de cuisine, travaillant sur le blog, Gabriel plaça une assiette d'œufs et de pain grillés devant moi, accompagnée d'une tasse de café fumant. « C'est pourquoi ?» demandai-je, surprise par le geste. « Ai-je besoin d'une raison pour faire le petit déjeuner à ma femme ?» Il se glissa sur la chaise en face de moi. En fait, je pensais à cette fois il y a 3 ans où j'ai touché le fond après avoir perdu ce compte. Je m'en souvenais clairement, Gabriel, dévasté après un revers professionnel majeur, sombrant dans le doute. Je m'étais levé chaque matin et je lui avais fait le petit déjeuner, refusant de le laisser sauter des repas dans sa dépression. « Tu ne m'as pas abandonné, dit-il doucement. Même quand j'étais prêt à m'abandonner moi-même. C'est ce que font les partenaires. » Il tendit la main à travers la table et prit la mienne. « Tu fais des choses incroyables, Éléonore. Avec le blog, avec Léo, avec tout. Je veux juste que tu saches que je le vois. » Alors que le printemps se transformait en été, la vie s'installa dans un nouveau rythme. Je continuais à écrire, mon travail de rédacteur indépendant augmentant régulièrement à mesure que les éditeurs lisaient mon essai publié. Le travail de Gabriel allait bien. Sa promotion récente nous permettait de commencer à épargner pour une maison. Léo grandissait et changeait chaque jour. Sa personnalité émergeant plus clairement, curieux, déterminé, rapide à sourire. Nous l'emmenions au parc le week-end, le regardant découvrir le monde avec un émerveillement aux yeux écarquillés. Lors d'une de ces sorties, une femme âgée s'arrêta pour l'admirer alors qu'il était assis sur une couverture, examinant attentivement une feuille. « Quel beau garçon !» commenta-t-elle, souriant à Léo. « Il a ton feu. » Je regardais mon fils, son expression concentrée, la détermination dans son petit front ridé alors qu'il explorait la texture de la feuille, et je sentis une vague de fierté. « Merci », répondis-je, rayonnante. La femme continua son chemin, mais ses mots restèrent avec moi. Mon feu. La partie de moi qui refusait d'être éteinte, qui avait survécu aux critiques de ma famille, à mes propres doutes, au défi de la reconstruction d'un mariage et de devenir mère. Ce feu était l'héritage de Léo, plus précieux que n'importe quelle possession matérielle. Un soir de fin juillet, mon téléphone sonna avec un numéro inconnu. J'ai presque laissé le répondeur prendre l'appel, mais quelque chose m'a fait répondre. « Éléonore, c'est Henriette. » Je m'assis sur le bord du lit, surprise. Nous ne nous étions pas parlé depuis cette nuit dans la buanderie, bien que mes parents aient appelé occasionnellement,
leur conversation prudente mais de plus en plus chaleureuse. Harriet, Un silence gêné s'étira entre nous. Finalement, elle parla à nouveau. J'ai lu ton essai. Mon pouce accéléra. Oh. C'était honnête. Elle s'arrêta, douloureusement honnête. C'était le but. Un autre silence. Puis, je suis en thérapie. Les mots sortirent précipitamment comme si elle les avait retenus. 2 fois par semaine. J'y vais depuis environ 1 mois maintenant. Ça. C'est bien, Henriette. Je n'appelle pas pour demander ton pardon, continua-t-elle. Je ne le mérite pas encore. Je voulais juste que tu saches que je travaille dessus, sur moi. Je pensais à ma sœur, parfaite, polie Henriette, assise dans le cabinet d'un thérapeute, confrontant les fissures de sa façade soigneusement construite. Il fallait un courage énorme. J'apprécie que tu me le dises, dis-je prudemment. Alain et moi nous sommes séparés, ajouta-t-elle. Ça a été difficile, mais nécessaire. Je suis désolé, dis-je et le pensais. Malgré tout, je ne voulais pas qu'elle souffre. Ne le sois pas. C'est la première chose honnête que j'ai faite depuis des années. Elle prit une profonde inspiration. Enfin, je devrais y aller. Léa attend que je lise avec elle. Harriet, oui. Merci d'avoir appelé. Après avoir raccroché, je suis restée assise longtemps, traitant la conversation. Je n'ai pas ressenti la vague de chaleur ou de pardon que les films pourraient dépeindre dans de tels moments. Mais j'ai senti quelque chose bouger, un relâchement du nœud de ressentiment que j'avais porté si longtemps. 1 semaine plus tard, une lettre arriva de mon père. À l'intérieur se trouvait une brève note écrite de sa main soignée et penchée. Éléonore, les mots ne m'ont jamais été faciles, surtout quand ils comptent le plus. J'ai échoué en tant que père en restant silencieux quand j'aurais dû parler. Il n'y a aucune excuse pour cet échec, seulement mon sincère regret. 6 juin est quelque chose que j'aurais dû te donner il y a longtemps, ainsi qu'une contribution au fonds d'études de Léo. Pas pour acheter le pardon, mais comme un petit geste de mon engagement à faire mieux. Avec amour et profondes excuses, papa. Sous la note se trouvait un chèque pour le fonds d'études de Léo et une vieille photographie que je n'avais jamais vue. Elle me montrait vers l'âge de 4 ans, assise sur les épaules de mon père à ce qui semblait être une foire de comté. Ma tête était rejetée en arrière dans un rire, ses mains tenant solidement mes jambes. Son visage tourné vers le mien avec une adoration indubitable. J'épinglai la photo sur notre réfrigérateur à côté d'une note manuscrite que j'avais placée là le jour où nous avions ramené Léo de l'hôpital. Ce n'était jamais une erreur. C'était un début. 8 mois après notre désastreux dîner de famille, je me tenais dans les coulisses de la conférence des femmes de la rive gauche, essayant de calmer les papillons dans mon estomac. Après le succès de mon essai et de mon blog, j'avais été invité à parler à l'événement. Le thème était de se choisir soi-même. Et malgré avoir écrit des milliers de mots sur le sujet, la pensée de les dire à voix haute devant une salle de 500 femmes me terrifiait. 5 minutes, mademoiselle Walker, dit une coordinatrice, passant la tête à travers le rideau. J'acquiesçai, lissant des plis invisibles sur ma robe. Bleu marine, simple mais élégante, choisie par Gabriel la semaine précédente lors d'un rare shopping sans Léo. Tu es magnifique, avait-il dit en l'essayant. Forte. Maintenant, je pris de profondes inspirations, relisant mes notes une dernière fois. Le discours était personnel, tiré de mon propre parcours, mais j'espérais qu'il résonnerait auprès d'autres femmes qui avaient eu du mal à trouver leur voix au sein de familles qui essayaient de les faire taire. Derrière le rideau, j'entendis le maître de cérémonie me présenter, énumérant mes réalisations, l'essai viral, le blog communautaire qui avait grandi pour inclure plus de 10 000 membres, le contrat de livres à venir. Les applaudissements qui suivirent furent enthousiastes. Juste au moment où je me préparais à monter sur scène, un son familier coupa le bruit. Le rire de Léo, brillant et clair, venant de quelque part dans le public. Le son me recentra, me rappelant pourquoi j'étais ici, pourquoi je me battais. Bonsoir, commençai-je, montant au podium. Je m'appelle Éléonore Walker, et il y a 1 an, j'aurais eu trop peur de me tenir devant vous aujourd'hui. Pendant que je parlais, les mots coulant plus facilement que je ne l'avais prévu, je balayais l'audience du regard. Gabriel était assis au premier rang, Léo sur ses genoux, tous deux me regardant avec des expressions identiques de fierté. Mon fils avait presque 1 an maintenant, essayant déjà de marcher. Sa personnalité devenant plus distincte chaque jour, têtu comme Gabriel, créative comme moi,
et entièrement sa propre personne. On nous apprend dès l'enfance à rechercher l'approbation, continuai-je. À mesurer notre valeur par la façon dont nous répondons aux attentes des autres. Mais que se passe-t-il lorsque ces attentes nous demandent de nous trahir nous-mêmes, de faire taire nos propres besoins et rêves? Le public était avec moi, hochant la tête, certains essuyant des larmes pendant que je racontais mon histoire. Pas seulement les parties douloureuses, mais la guérison aussi. Le voyage vers l'estime de soi qui avait commencé avec la naissance de Léo et continuait chaque jour alors que j'apprenais à faire confiance à ma propre voix. Votre voix compte, dis-je, approchant de la conclusion de mon discours. Vos choix comptent. Vous n'avez pas besoin de permission pour être entière, pour fixer des limites, pour vous éloigner des relations qui vous diminuent, même, et surtout, lorsque ces relations sont avec la famille. Alors que les applaudissements éclataient, j'aperçus une silhouette debout à l'arrière de la salle, ma mère. Elle n'avait pas dit qu'elle venait. Nous avions parlé plusieurs fois au cours des derniers mois, nos conversations se réchauffant progressivement, mais toujours avec une distance prudente maintenue des deux côtés. Maintenant, elle se tenait seule, ne frappant pas des mains, mais me regardant avec une expression que je ne pouvais pas tout à fait lire. Fierté mêlée de regret peut-être. Après le discours, une file se forma de femmes attendant de me parler. Je signais des copies d'essais imprimés, écoutais leurs histoires, embrassais celles qui en avaient besoin. Gabrielle attendait patiemment sur le côté avec Léo, me laissant de l'espace pour me connecter avec ces femmes qui avaient trouvé quelque chose d'elles-mêmes dans mes mots. Alors que la foule diminuait, une jeune femme s'approcha, les yeux rouges d'avoir pleuré. J'ai quitté ma famille la semaine dernière, dit-elle sans préambule. Après 3 ans où il me disait que j'étais sans valeur, que mes rêves étaient stupides, que je ne survivrais jamais seule. Elle prit une inspiration tremblante. Vos mots m'ont aidé à respirer. Pour la première fois depuis des années, j'ai l'impression que je peux vraiment respirer. Je lui tendis les mains, les tenant fermement dans les miennes. Le premier pas est le plus difficile. Ça devient plus facile. Est-ce que ça s'arrête un jour de faire mal, demanda-t-elle, sa voix petite. Oui, dis-je doucement. Mais tu apprends à construire une vie où la joie l'emporte sur la douleur. Après qu'elle soit partie, Gabrielle s'approcha avec Léo, qui tendit les bras vers moi, babillant avec excitation. Tu étais incroyable, dit Gabrielle, m'embrassant sur la joue. Nous avons bien fait, n'est-ce pas? La question englobait tout. Notre réconciliation, notre mariage, notre fils, la vie que nous construisions ensemble. J'acquiesçai, berçant doucement Léo dans mes bras. Oui. Alors que nous rassemblions nos affaires pour partir, je vis ma mère hésiter près de la sortie. Elle avait attendu que presque tout le monde soit parti. Tu es venu, dis-je en nous approchant d'elle. Je n'étais pas sûr si je devais. Elle paraissait plus vieille que quand je l'avais vue la dernière fois, les lignes autour de ses yeux plus profondes. Mais je voulais entendre ce que tu avais à dire. Et, l'incitai-je quand elle ne continua pas, tu as trouvé ta voix. Elle sourit légèrement. Elle est puissante. Je ne savais pas comment répondre. Nous cherchions encore notre chemin de retour l'une vers l'autre, si cela était même possible. Certaines blessures ne guérissent pas complètement, et c'est normal. Certaines relations se transforment plutôt que de se restaurer. Voudrais-tu prendre un café un de ces jours, demanda-t-elle. Juste nous deux. J'aimerais bien, répondis-je, surprise de constater que je le pensais. Cette nuit-là, après que Léo se fut endormi, je me tins dans sa chambre, regardant les étagères que Gabrielle avait construites. Sur l'étagère du haut se trouvait mon ancien journal, celui dans lequel j'avais écrit pendant ces jours difficiles chez mes parents. À côté se trouvait un tout nouveau, ses pages encore vierges, attendant le prochain chapitre de notre histoire. Je pensais au parcours de la dernière année. De l'isolement à la communauté, du silence à la parole, de la honte à la fierté. D'une femme qui laissait les autres définir sa valeur à une qui se tenait sur une scène et aidait d'autres à trouver leur propre voie. Me penchant au-dessus du berceau de Léo, je le regardais dormir, sa petite poitrine se soulevant et s'abaissant paisiblement. Tu as tout changé, murmurai-je, touchant doucement sa joue. Tu m'as rendu brave. En me levant pour lui, j'avais enfin appris à me lever pour moi-même. En le protégeant du jugement des autres, je m'étais libéré de son pouvoir. En l'aimant inconditionnellement, j'avais appris ce que je méritais depuis toujours. Ils l'ont appelé une erreur. Mais il était la raison pour laquelle j'ai arrêté de laisser les gens me traiter comme tel. Que sacrifieriez-vous pour protéger ceux que vous aimez des personnes qui devraient vous aimer le plus?
Si le parcours d'Éléonore a résonné en vous, appuyez sur le bouton j'aime. Abonnez-vous pour plus d'histoires puissantes et partagez dans les commentaires comment vous avez trouvé le courage de vous choisir vous-même.